Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous revoir à nouveau pour continuer notre excursion dans le domaine institutionnel et surtout dans le domaine de l'État. Nous avons vu hier que l'État doit remplir certaines fonctions. Pour que l'État puisse remplir ces fonctions de la manière la plus convenable, il faut qu'il soit organisé de manière rationnelle. Pour cela, il y a des principes qu'on appelle les principes d'organisation de l'État moderne. Et ces principes sont au nombre de deux. Il y a d'abord le principe fondamental qui est celui de la séparation des pouvoirs, et puis celui de la représentation politique. Au niveau de la séparation des pouvoirs, d'abord, que signifie la séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs signifie en fait qu'il y a une spécialisation entre les différents composants de l'État, entre celui qui doit légiférer, celui qui doit rendre la loi exécutable et celui qui doit l'appliquer. Cette théorie n'est pas nouvelle, c'est une théorie qui remonte à Aristote. Aristote, dans le politique, avait déjà parlé du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Et puis cette idée a été reprise à la fin du XVIIe siècle dans un livre de John Locke, Essai sur le gouvernement civil, où il reprend pratiquement les mêmes choses avec une petite différence qui est celle de l'appellation du troisième pouvoir, qui est le pouvoir qu'il appelle le pouvoir fédératif. Cette idée a pris de l'ampleur et est apparue à nouveau au milieu du XVIIIe siècle dans un ouvrage intitulé « L'esprit des lois » que Montesquieu avait écrit à l'époque en réfléchissant sur l'Angleterre. Cette découverte qui n'est pas hasardeuse, Montesquieu se doutait bien qu'il y a quelque chose qui distingue un tout petit peu les régimes démocratiques de ceux qui ne le sont pas. Il avait choisi comme objet de travail, comme sujet de travail, la Grande-Bretagne. Et là, il a découvert en fait que si le pouvoir en Grande-Bretagne est un pouvoir qui est acceptable, c'est parce qu'il y a une répartition des tâches entre celui qui doit exercer celui qui doit légiférer et celui qui doit juger. Dans son ouvrage qui est l'esprit des lois, et notamment dans le chapitre 6, il distingue ces trois lois en disant qu'il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs. Une puissance législative, une puissance exécutrice plutôt, des choses qui dépendent du droit des gens, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, et la puissance exécutive de celle qui dépend des droits civils. Donc il n'emploie pas les termes que nous employons aujourd'hui. Mais cette découverte a donné à l'époque un grand débat qui va se solder d'abord par deux choses. Il va se solder par la création du système institutionnel présidentiel américain en 1789-87 et par un article de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en 1789. Que dit cet article? Qui pose la séparation du pouvoir comme un fondement. Pas seulement un fondement, une exigence vitale pour que l'État puisse être considéré comme un État moderne. L'article 16 dit « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. » Ça veut dire en fait que ce n'est même pas la peine de parler d'État, c'est même pas la peine de parler d'institution s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il va y avoir un grand débat en Europe et aux États-Unis, et ce débat va se solder par deux tendances. Une tendance en fait qui va appliquer la théorie de la séparation des pouvoirs telle qu'elle est comprise à l'époque, c'est-à-dire une sorte de spécialisation exclusive, que chaque pouvoir doit faire uniquement ce qu'il a à faire et rien d'autre. L'exécutif exécute, le législatif légifère et le judiciaire juge. Cela va donner une séparation stricte des pouvoirs telle qu'elle est appliquée dans le système présidentiel américain. Et puis une deuxième tendance un peu plus souple qu'on appellera la séparation souple. Celle-ci
est mise en application en Grande-Bretagne et cette séparation va permettre la collaboration entre les pouvoirs. C'est-à-dire en fait que chaque pouvoir est spécialisé, que le législatif va légiférer, que l'exécutif va exécuter et que le judiciaire va juger. Mais dans cette séparation souple, il y aura toujours un problème entre deux pouvoirs qui vont être confondus parfois, qui sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, avec bien entendu une tendance à la domination du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Ces deux tendances vont donner différentes applications dans le monde, chacun à sa manière. Mais chacune, que ce soit la séparation stricte des pouvoirs où les pouvoirs sont cloisonnés, où les pouvoirs ne collaborent pas, ne coopèrent pas, mais ils coopèrent de manière un peu différente, on va le voir tout à l'heure, de manière indirecte. Aux États-Unis, par exemple, le président n'a pas le droit de légiférer, mais le président va permettre, à travers ce qu'on appelle le parlementarisme du couloir, à faire entendre sa voix au Congrès par l'intermédiaire des parlementaires qui sont de son camp ou parfois par ceux que les intérêts croient ceux du président. Et il y a la séparation souple où les pouvoirs collaborent entre eux. Ça veut dire en fait qu'on va avoir l'exécutif qui intervient au Parlement, le Parlement qui va contrôler le travail de l'exécutif, etc. Dans cette séparation-là, on va avoir une collaboration, mais on va avoir une sorte de contrôle mutuel. Ça veut dire en fait que l'exécutif va être contrôlé par le législatif et que le législatif va être contrôlé par l'exécutif. Pour résumer en fait, le principe de la séparation du pouvoir, il est aujourd'hui encore considéré comme un point fondamental pour classer les États. Pour qu'un État puisse être qualifié d'État moderne, sans parler de démocratie, il faut que cet État reconnaisse la séparation des pouvoirs. Pour que cet État la reconnaisse et essaye de l'appliquer. Au Maroc, par exemple, la dernière constitution reconnaît dans le préambule la séparation du pouvoir comme fondement du fonctionnement de notre État et attribue des fonctions spécifiques à chacun des pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire. De quoi se composent ces pouvoirs-là? Commençons d'abord par le pouvoir législatif. Que signifie le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Il est généralement composé soit d'une chambre, on l'appelle à ce moment-là un Parlement monocaméral, soit de deux chambres, à ce moment-là on parle de Parlement bicaméral. La fonction essentielle du Parlement est de légiférer à travers les représentants qui sont généralement le prolongement de la souveraineté nationale dont on a parlé hier. L'exécutif vient après. L'exécutif va donner à la loi sa force exécutoire, c'est-à-dire en fait qu'il va reconnaître l'authenticité de la loi et il va veiller à l'exécution de cette loi. Il ne fait pas de loi, il va l'exécuter. Et un troisième pouvoir qui est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est composé du juge et des juridictions. Sa fonction essentielle est celle d'appliquer la loi. Personne en dehors du juge n'a le droit d'appliquer des lois ou de prononcer des jugements. Seul le juge dans des tribunaux il applique la loi. Et puis, on va voir en fait que cette séparation du pouvoir entre ces trois pouvoirs classiques, va être un peu bousculée ces derniers temps. Elle va être bousculée à partir du XIXe siècle par l'apparition d'un pseudo-nouveau pouvoir qu'on va appeler le quatrième pouvoir, qui sont les médias. Au départ, on avait un espoir. Au départ, l'apparition des médias et du pouvoir médiatique, c'était comme un pouvoir de soutien
du pouvoir législatif vis-à-vis du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif vis-à-vis du pouvoir exécutif. Or, ce qui va se passer est tout à fait différent, puisque ce pouvoir va prendre le dessus sur tout et va essayer de contrôler ces pouvoirs-là. Ce pouvoir lui-même va être dépassé par un autre qui est apparu à la fin du XXe siècle, qui est le pouvoir financier. Ce pouvoir financier va permettre, à travers les financements des campagnes électorales, les financements de l'activité politique, une maîtrise de toute l'activité, que ce soit l'exécutif, le législatif. Il va essayer aussi de contrôler. Tout cela, en fait, pour vous dire en fait que la séparation des pouvoirs a été c'est un principe fondateur, mais c'est un principe qui a souvent été bousculé, mis à mal, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. De l'intérieur, il y a eu des idées sur le fait, en fait, que la séparation des pouvoirs n'est pas une réalité, c'est un mythe, finalement. Ce n'est pas une réalité. Et on nous donne l'exemple de la Grande-Bretagne qui a été prise comme base d'études de Montesquieu. En fait, finalement, il n'y a pas de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Ce sont deux choses complémentaires et qui se confondent parfois. Et il nous donne l'exemple du chef du gouvernement, le Premier ministre britannique par exemple. Et chef et Premier ministre, pourquoi? Parce qu'il est le chef de la majorité. Il est le chef de la majorité où? Il est le chef de la majorité dans le Parlement. Donc automatiquement, le Premier ministre est en même temps chef de l'exécutif, du gouvernement, et en même temps chef du Parlement. Mais ça, bon, ce sont bien entendu des idées sur ce principe qui reste quand même un principe fondateur de l'État moderne. Le deuxième principe est le principe de la représentation politique. Qu'est-ce que la représentation politique? C'est qu'au bout d'un certain temps, finalement, on n'arrivait plus au niveau de l'exercice de la souveraineté. La souveraineté ne peut plus s'exercer directement. On n'est plus à Athènes où le citoyen peut participer directement à la gestion de la chose publique. Il va participer, mais il va participer indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un représentant, d'où la représentation politique. Ça veut dire en fait que l'action que le citoyen va agir par l'intermédiaire d'un représentant qu'il va mandater pour agir à sa place. Or, ceci aussi est une nouveauté. Elle date du XVIIIe siècle, au moment en fait où il y a eu un transfert de souveraineté, où la souveraineté n'appartient plus à Dieu, mais elle appartient à la personne, elle appartient au peuple et à la nation. Et pour que cette souveraineté puisse s'exercer, il fallait l'organiser de manière rationnelle. Donc il a fallu trouver des mécanismes qui vont permettre aux citoyens de participer à la gestion de l'État. Comment va-t-on participer? On va participer par l'intermédiaire du vote, de l'expression du... Et quand on dit vote, on doit parler de suffrage et de scrutin. Et à partir de ce moment-là, on va réfléchir parce que l'idée de l'évolution de la société, c'est un combat souvent entre un pouvoir du chef qui est descendant et un pouvoir du peuple qui est ascendant. Et la naissance en fait de la représentation politique va naître au moment où les deux pouvoirs vont se croiser, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, donc on a transféré la souveraineté au peuple et à la nation. Et pour que le peuple puisse exercer cette souveraineté, il a fallu l'organiser de manière rationnelle et de manière institutionnelle. Alors là se pose une question. Cette question est fondamentale. Qui et comment? D'abord, qui va voter et qui va être élu? Et puis, comment on va voter et comment on va choisir ceux qui vont nous représenter? Autrement dit, qui on va choisir et comment on va le choisir. Nous sommes au XVIIIe siècle, bien entendu, et ce transfert de la souveraineté dont on a parlé tout à l'heure ne passe pas
chez la bourgeoisie, ne passe pas dans la haute sphère. Donc on va essayer de limiter la participation des individus à travers l'invention de ce qu'on appelle le suffrage restreint. Le suffrage restreint veut dire quoi? Veut dire en fait qu'on va autoriser les gens à participer, mais en fonction des conditions. C'est-à-dire en fait qu'on va restreindre l'accès au vote et on va le conditionner à certaines conditions qui peuvent être soit des conditions d'argent, et là on va parler du suffrage censitaire. Pour voter, il faut payer des impôts, et qui paie des impôts, ce sont bien entendu ceux qui ont de l'argent. Deuxièmement, pour voter, deuxième restriction, c'est ce qu'on appellera le suffrage, ou à la rigueur, le suffrage, la restriction intellectuelle. Pour que l'individu puisse voter, il faut qu'il sache lire et écrire. Et là, il y a un grand débat. On va y revenir tout à l'heure, parce que la question est posée. Doit-on donner le droit de vote à ceux qui ne savent ni lire ni écrire? Même pour la première aussi, doit-on octroyer le droit de vote à ceux qui n'ont rien, parce qu'ils vont le vendre? Et la question de l'utilisation de l'argent est liée à ces deux mécanismes-là. Donc la deuxième condition, c'est d'abord de savoir lire et écrire. Et pour pouvoir voter, il faut savoir lire parce qu'on va choisir quelqu'un, et pour le choisir, il faut choisir un nom. Et si pour écarter une grande partie du peuple à l'époque, on a procédé de cette manière. Qui savait lire et écrire au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle, avant l'invention de l'école publique dont on a parlé hier? C'était peu de choses, peu de gens, ceux qui avaient les moyens de s'instruire et ceux qui avaient les moyens de se payer un précepteur pour leur apprendre à lire et écrire. Donc cette restriction a été vraiment aux États-Unis, a été utilisée beaucoup aux États-Unis, que ce soit la première ou la deuxième. La première, c'était ce qu'on appelle la poll tax. Pour voter, il fallait payer $2. Et je parle du début du siècle dernier. Qui avait $2 à l'époque? Pas la grande majorité des peuples. La deuxième restriction a été utilisée aux États-Unis et de manière extrêmement forte, c'est qu'on allait imposer à seulement ceux qu'on appelle les minorités, c'est-à-dire les Noirs, les Asiatiques et les autres, non seulement de savoir lire et écrire, mais surtout de connaître la Constitution et de connaître aussi, de savoir l'expliquer. Ça, c'était une manière d'évacuer les gens à l'époque, mais c'est une manière qui a donné ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, elle a donné dans les années 60 les mouvements civiques, qui a donné, donc plusieurs années plus tard, l'élection d'un président noir, parce que, étant donné, en fait, que les minorités étaient obligées d'apprendre la Constitution par cœur et de savoir l'interpréter, ils ont vu qu'ils avaient des droits, et ils avaient des droits constitutionnels reconnus par la Constitution, et c'est ça qui a permis à cette minorité, ou à ces minorités, de s'attacher à leurs droits et de les arracher. La troisième restriction, c'est une restriction qui est liée au sexe. Ça veut dire en fait qu'on va octroyer le droit de vote, mais on va l'octroyer uniquement aux hommes. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Même Athènes, qu'on a souvent vénérée, qu'on considère en fait comme la cité idéale, c'était une cité où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc il n'y avait rien de choquant à l'époque. Et puis, d'abord, le vote des femmes n'est pas venu comme ça. On n'est pas arrivé au Maroc ou ailleurs. Même l'Arabie Saoudite aujourd'hui reconnaît le droit de vote aux femmes, mais ça a été une très grande bataille des femmes. Les suffragettes qui étaient considérées comme des moins que rien uniquement parce qu'ils avaient osé réclamer le droit de vote qui est aujourd'hui reconnu à tous. Bien. Mais on a dépassé ces restrictions. Et depuis, on est dans ce qu'on appelle le suffrage universel, c'est-à-dire un homme et femme, une voix. Depuis, le suffrage universel est établi en 1848, mais il a été établi en 1848 dans ces conditions-là, c'est-à-dire en fait qu'il n'y a que les hommes qui votent. Aujourd'hui, les hommes et les femmes votent, mais il faut des conditions. Ce sont des conditions d'aptitude légale, c'est-à-dire en fait des conditions juridiques. Pour voter, il faut être âgé, il faut d'abord avoir la nationalité, il faut être âgé de moins de 18 ans, il faut jouir de ses droits civiques et il faut
surtout être inscrit dans une liste électorale. Bien, tout cela pour participer non seulement à la gestion de la chose publique, mais pour concevoir aussi la politique que le pays doit suivre. Pour résumer, l'État moderne aujourd'hui est organisé selon deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Un pouvoir législatif qui légifère, un pouvoir exécutif qui exécute et un pouvoir judiciaire qui juge. En plus de cela, pour que ce pouvoir soit un pouvoir bon et juste, il faut que le citoyen participe aussi à ce pouvoir-là. Et pour participer à ce pouvoir-là, il faut qu'il y ait une représentation politique. Il faut que le citoyen puisse participer et le citoyen participe par l'intermédiaire du vote. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain.